Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous revoir à UMFCT Live. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle section appelée UMFCT International Talks qui s'y propose de présenter la dimension internationale de l'université et également de débattre les principaux éléments internationaux. Nous célébrons aujourd'hui la fête nationale de la Tunisie. À cette occasion, j'ai l'honneur d'accueillir professeur Abdel Wahed Mokni, président de l'Université de Sfax, établissement avec lequel l'université a une belle coopération concrétisée dans un accord bilatéral et un accord d'Erasmus+, le deux développé grâce à notre cher ami commun, professeur Aïd Saïdi de l'Université de Lille, France. Bienvenue, monsieur le professeur. Bonjour, professeur Netia. Merci à monsieur Daniel. Et je salue encore une fois, cher ami, l'historien de l'Université de Lille, Hedi Saïdi, qui a beaucoup fait pour nouer des relations entre nos deux institutions. Et lorsque je dis de nos deux institutions, je parle aussi de deux pays qui sont amis, deux pays frères, c'est la Roumanie et la Tunisie. Nous avons beaucoup de liens, beaucoup donc d'histoire glorieuse en matière de collaboration, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan scientifique et universitaire. Nous espérons exactement ça. Premièrement, je veux commencer pour vous offrir les félicitations pour ce jour important pour tous les Tunisiens au nom de l'université, de notre recteur et de l'entière communauté académique de Turgumouresh. Et donc, que c'est un jour très spécial pour la Tunisie, je veux vous inviter de nous dire, de nous donner des repères historiques sur l'importance de ce jour pour la Tunisie. Merci. Par présenter mes salutations à Monsieur le recteur, Monsieur le président de l'Université de Turgumouresh et toute la communauté scientifique et académique de votre prestigieuse université. Justement, aujourd'hui, on est dans une journée de fête nationale. C'est l'indépendance de la Tunisie qui était en 20 mars 1956. Comme vous le savez peut-être, la Tunisie a été colonisée par la France, par la République française. Et le régime, ce n'était pas la colonisation directe comme en Algérie, mais c'était le système de protectorat. C'est un mandat de protectorat qui a essayé de calquer l'expérience de l'Autriche-Hongrie en Bosnie-Herzégovine. C'était un régime de protectorat en 1879 et les Français ont calqué cette expérience parce que l'opinion publique française en 1881, elle était préoccupée par la revanche avec les Allemands. Ils ont perdu l'Alsace-Lorraine en 1871 et ils sont contre la colonisation et ce qu'on appelle l'économie des sang et des soldats. Ils veulent économiser le sang et les soldats. Donc, ils n'ont pas voulu faire de guerre. Et c'était Jules Ferry, l'ingénieur de cette idée. Il a inventé cette idée de protectorat, faire un régime de protectorat en Tunisie. Et c'était l'accord du 12 mai 1881, un accord pacifique peut-être entre le résident, entre le consul ou bien l'ambassadeur français en Tunisie, le général Bréard aussi, un général donc français de l'armée marine française, qui a conclu un pacte, l'accord de Qsar Saïd de Bardo, un accord qui instaure le régime de protectorat en Tunisie. Et après, le 8 juin 1983, un autre accord, c'est l'accord de la Marsa, c'est une ville de banlieue à Tunis. C'est un accord qui a glissé ces régimes de protectorat vers un régime de colonisation. Ça en bref. Bien sûr, un mouvement national tunisien qui s'est constitué d'abord d'une façon populaire, qui réclame donc la résistance. Cette résistance, elle a duré 5 ans, elle a échoué bien sûr, et ça devient ce qu'on appelle la paix française. Le régime donc colonial français, il a pu comment gouverner le pays à travers un système donc mixte, là où il y a l'administration française qui se relève directement du secrétaire général du gouvernement français et du résident général, et l'autre tête du pouvoir, c'est le bey tunisien qui n'a pas été aboli comme en Algérie. Il reste,
il avait quelques prérogatives qui sont parfois formelles, et donc il y avait un régime à double tête. La France qui contrôle tout à travers son résident général et à travers 2 ou 3 grands ministres dans le gouvernement, et le bey qui nomme quelques ministres tunisiens, d'abord le grand ministre, le grand vizir, et un ministre de la plume, c'est l'équivalent de ministre de l'Intérieur, et un ministre de la Justice depuis 1922. Ce sont des réformes. 1922 parce que le mouvement national, en 1920, il s'organise dans un parti, ce qu'on appelle le Parti libre d'historiens. Le Dustour, c'est-à-dire c'est la Constitution. C'est un mot d'origine turque. Dustour, c'est la Constitution. Ce parti, il va évoluer. Une session en 1934, elle va amener un grand leader populaire, un grand leader qui a une popularité, c'est le président ou bien le leader Habib Bourguiba. Et depuis 1934, c'est le New Dustour, c'est-à-dire le parti libre constitutionnel, qui va donc prendre les choses en main, et il va donc pratiquement donc il va faire l'avant-gardiste du mouvement national tunisien et de l'indépendance. Après donc des épisodes de confrontation, d'emprisonnement et donc des procès contre le leader national, à partir de 1954, une visite officielle de M. Pierre Mendès France au palais de Bey, il annonce que la France va donner l'indépendance pour la Tunisie, mais d'une façon graduelle. C'était en juillet 1954, cette déclaration. Elle est en relation avec la défaite française en Vietnam, surtout la bataille d'Dien Bien Phu, mais la France voulait se concentrer pour conserver l'Algérie. Parce qu'il savait bien que le mouvement national algérien, il va s'organiser. Et donc, la France, elle a essayé de neutraliser la Tunisie. Donc, à partir de 1954, on dit, nous, les historiens tunisiens, que c'était la marche vers l'indépendance. Cette marche vers l'indépendance, elle se constitue d'abord par l'instauration d'un gouvernement de pourparlers, hein, c'est-à-dire un gouvernement de, donc, diplomatique pour faire le pourparler avec la France. Et c'était Tahar Ben Ammar qui était le président ou bien le grand ministre, le premier ministre, qui a donc essayé d'organiser ce pourparler, mais le pourparler ont été réellement avec Habib Bourguiba et les leaders de New Dustour. Et ils ont abouti à un accord de protocole d'indépendance interne qui a été signé le 3 juin 1955. Après donc beaucoup d'épisodes de pourparlers et donc de rencontres entre la partie française, le gouvernement français, et les leaders de New Dustour, essentiellement Habib Bourguiba, qui était donc le chef, disons, de la partie tunisienne. Et en 3 juin 1955, donc, la Tunisie a signé avec la France ce qu'on appelle le protocole de l'autodétermination ou bien l'indépendance interne. Et Bourguiba est revenu en Tunisie le 1er juin 1955, 2 jours avant la signature de cette convention. Il y avait une réception grandiose à la Goulette, parce qu'il est venu à travers la mer, à travers le bateau qui s'appelle Alger-la Blanche. Et c'était une journée nationale grandiose. C'était une séparation donc pacifique, pas une séparation de choc. Et dans l'autre bout de la tunnel, il y avait un grand leader nationaliste tunisien qui est aussi du parti nationaliste de New Dustour, Salah Ben Youssef, qui était résident à la Caire. Il réclamait une indépendance totale et une alliance avec l'Égypte de Nasser et avec la révolution algérienne. Donc, la France a choisi Bourguiba, a choisi donc cette séparation pacifique, et donc on a préparé cette convention d'indépendance. D'abord, par le Bey, il a invité le peuple tunisien à voter la Constitution, c'est-à-dire 2 élections pour faire le Conseil, donc le Parlement
constitutionnelle. Les élections ont eu lieu le 25 mars 1956, 5 jours après la signature du protocole de l'indépendance qui était en 20 mars 1956, et la Tunisie devint indépendante à partir de cette date, mais cette indépendance n'était pas totale. Il y avait donc des poches de l'armée française, que ce soit au sud de la Tunisie, dans la région militaire, et surtout la base militaire de Bézet, qui est une base maritime et une base aérienne. Et la Tunisie donc a fait l'indépendance totale, l'indépendance militaire, disons, c'était le 15 octobre 1963, le dernier soldat français qui a quitté la Tunisie. Et le 12 mai 1964, parce que le protocole de Bardo qui a été signé pour instaurer le protectorat, c'était en 12 mai 1981. Le 12 mai 1964, c'était l'indépendance agricole. Toutes les terres qui ont été dans le main de Français, des colons français, sont revenues à la Tunisie, et aussi les propriétés de l'Église catholique et les églises ont été donc données, octroyées à l'État tunisien pour servir que ce soit les activités culturelles ou les activités sportives. Voilà, c'est un petit passage historique. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails pour parler de l'indépendance tunisienne. Donc, c'est une indépendance obtenue avec difficulté, je dois dire. Et vous avez parlé du principe d'autodétermination. Je me rappelle l'indépendance de la Roumanie, quand nous avons la Grande Roumanie, 1918. Non, le 19, le principe d'autodéterminé de Woodrow Wilson, qui ont été mis en place aux conférences de paix de Paris. On voit que dans le cas de Tunisie, reconnaître ce type de droit vers l'État de la Tunisie a duré encore plus que les pays de l'Europe de l'Est. Donc, c'est une transition, c'est un commencement d'un chemin, disons un chemin, puis l'État doit être construit avec de nouvelles institutions, et puis on a un autre parcours historique. Et je dis ça car parfois on regarde la télé, on voit de nouvelles sur un État ou un autre, mais on ne regarde avec attention l'évolution de cet État. Et peut-être notre collègue téléspectateur savent bien que la Tunisie a été compris dans le mouvement de le printemps arabe, ce que nous disons le printemps arabe, car c'est pas justement le printemps. Quelle est l'évolution du pays, de la Tunisie après le printemps arabe? Merci. Donc, d'abord, vous avez parlé de quelques points de ressemblance entre la Roumanie et la Tunisie. C'est bien de faire cette comparaison. Juste pour boucler cette affaire de l'indépendance, donc l'indépendance tunisienne, elle s'est basée surtout sur le militantisme politique, c'est-à-dire surtout un grand parti, comme le parti de Congrès national en Afrique du Sud ou le parti du peuple à l'Inde. C'est un grand parti qui a pratiquement guidé l'indépendance tunisienne, et c'était les politiques qui dominaient. Mais il y avait aussi la lutte armée en 1952, 1954, et il y a aussi la diplomatie. Et notre pays, il a trouvé beaucoup d'aide, surtout de la part du pays de l'Est, et même les États-Unis d'Amérique. Ils ont beaucoup aidé. Et Bourguiba, avec Farhat Hached, qui était le leader syndicaliste, ont fait beaucoup de tournées donc dans les 4 coins du monde pour justement avoir le soutien diplomatique. Et donc, l'indépendance tunisienne, elle est mixte. Il y a le politique, il y a le militaire, l'armée, il y a aussi le diplomatique. Alors, pour la Tunisie maintenant, bien sûr, vous savez très bien que c'était le premier pays arabe qui a fait entre parenthèses, entre guillemets, une révolution. C'est une révolte énorme, une révolution, je ne crois pas, parce que le côté culturel n'a pas été bien clair dans cette révolution. Et c'était donc la chute du régime de Ben Ali le 14 juin plutôt
1911, après donc une série de révoltes dans ce qu'on appelle la Tunisie profonde. La Tunisie, donc de centre-ouest et la région ouest, qui est une région pauvre et appauvrie. Il y a des inégalités dans la Tunisie. Donc, il y a la Tunisie côtière, là où il y a les grandes villes, il y a donc une infrastructure, il y a l'enseignement, il y a la chance de trouver un embauche. Et il y a d'autre part la Tunisie profonde, qui sont des populations un peu déshéritées, qui n'ont pas la même chance d'égalité devant l'indépendance et devant surtout les institutions qui confirment cette indépendance et surtout ce qu'on appelle la dignité de la vie. Alors, cette révolution qui avait une base sociale, une demande sociale, surtout l'embauche, surtout donc la vie digne, la dignité, et ce qu'on appelle tout ce qui se relève de la vie économique et sociale de citoyens tunisiens et tunisiennes. Elle s'est transformée rapidement en une révolution politique qui réclame une constituante, changement de constitution et là, plus de démocratie, plus de liberté, plus de pluralisme. C'était le chemin de la révolution en Égypte, en Libye, ensuite le Yémen, 4 régimes qui ont été renversés. Une révolution qui n'a pas réussi en Syrie, et une autre émeute au Bahreïn, et une dernière au Soudan qui a réussi. Donc, si on résume, les régimes qui ont été renversés, ce sont des régimes présidentiels, là où il n'y a pas de royauté. Tunisie, Égypte, Libye et Yémen. Ensuite, le Soudan. Comme par hasard, les 5 présidents, ce sont des présidents élus, mais ils viennent de l'institution militaire. Pour la Tunisie, donc, c'était le renversement du régime et c'était l'ère nouvelle. D'abord, c'était l'ère de ce qu'on appelle l'enchantement national. Tout le monde, il est fier, il est content, d'où l'appellation de la révolution de Jasmin, oui. Le printemps arabe. Mais graduellement, ce printemps, il devient un hiver parce que la Tunisie va connaître une vague de violence oui. Et de terrorisme qui a d'abord attaqué l'institution militaire et l'institution donc de sécuritaire, à savoir la police et la garde nationale, mais surtout, il y a une série d'attentats politiques qui ont touché un leader de la gauche tunisienne, c'est Choukri Belaïd, et un leader aussi de la gauche nationaliste, Brahmi, une vague de violence, une récession économique. Toutes les promesses de la révolution n'ont pas été faites, sauf le pluralisme, la liberté d'expression qui devient parfois excessive, mais ce sont le résultat d'un changement qui doit être lent. Vous savez, dans l'histoire des révolutions, une année ou 10 ans, ce n'est pas suffisant. Maintenant, un dernier livre qui a été publié par un ancien ambassadeur des États-Unis en Tunisie, il ne parle plus de printemps arabe, de Arab Winter. Il parle de l'hiver arabe parce que pratiquement toute cette révolte n'ont pas réussi donc leurs promesses à travers leur peuple. Donc, mais dans tout le cas, ce changement est important. La Tunisie maintenant, elle traverse une période difficile sur le plan économique, sur le plan sanitaire aussi, parfois. On a commencé le vaccin le samedi prochain. C'était un peu en retard, ce qui a causé donc quelques problèmes. Il y a maintenant la crise économique, surtout la crise de l'embauche et de chômage. Le taux de développement aussi, il est presque stagnant, il est presque à la tangente. On ne crée pas la richesse, on ne crée pas du travail, mais je crois qu'on va sortir de ce bout du tunnel prochainement parce que le peuple tunisien, il a un mérite très important, qu'il est un peuple bien instruit. C'était le fruit de l'indépendance. Il a misé sur l'école, il a misé sur l'université. Donc, nous avons donc une population
qui, par rapport aux autres pays, hein, c'est une population qui a un bon niveau d'instruction, malgré que les certaines dernières années, il y a un petit recul, mais quand même, je suis sûr, parce que je suis historien, je suis toujours optimiste qu'on va pouvoir sortir de cette crise prochainement. Et nous avons aussi maintenant une crise politique qui est donc, nous avons le pouvoir présidentiel, un pouvoir parlementaire et un pouvoir gouvernemental qui sont maintenant dans un état de blocage, mais espérons bien que ça va se débloquer. Oui, la pandémie nous a fait à tout le monde des problèmes, pas seulement dans la partie de changement international, mais aussi sur beaucoup de pression sur la société, sur l'économie, sur les universités aussi. Et cela nous ramène à l'université de Sfax, car je regardais, avant de développer l'accord sur le profil de l'université de Sfax, et je dois dire que l'université de Sfax et l'université de Târgu Mureș sont très proches sur l'aspect du développement institutionnel, de programmes de licence, masterat et doctorat. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'université? Justement, d'abord, on est fiers de faire des relations avec Târgu Mureș, la Roumanie. Notre université elle a été fondée en 1986. Donc, déjà, elle a un âge de mûr, une bonne trentaine d'années, presque une quarantaine d'années, depuis 1986. Mais avant ça, nous avons de filles qui sont plus âgées que la mère. C'est-à-dire, nous avons la première faculté qui a été instaurée à Sfax, qui est la deuxième ville tunisienne, Sfax, et elle s'appelle aussi la capitale du Sud tunisien. La première faculté, c'est la faculté de médecine qui a été instaurée en 1974. Une deuxième faculté, c'est la faculté des sciences économiques et de gestion en 1975. Et ensuite, en 1976, c'était la faculté des sciences et techniques qui va donner la faculté des sciences et l'école nationale d'ingénieurs de Sfax. Toutes ces filles ont été donc nées avant la mère qui est l'université. En 1986, c'est la fondation de l'université et maintenant nous avons 19 institutions, dont 5 facultés, celle de la médecine et la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences, la faculté de lettres, c'est ma faculté, et la faculté de droit. 5 facultés. Nous avons 5 écoles et les autres, ce sont des institutions, des instituts supérieurs, à l'instar de l'Institut supérieur de sport, de musique, de beaux-arts, de multimédia, des sciences infirmières. Donc, pratiquement, nous avons toutes les offres de formation, sauf la médecine dentaire, la pharmacie et l'architecture. Donc, l'université de Sfax, donc, elle donne toutes les formations allant du sport vers la médecine, passant par l'ingénierie, passant par les sciences informatiques, les sciences économiques, les sciences humaines, les sciences juridiques, les langues, tout ça, on donne toutes les formations, sauf la médecine dentaire, la pharmacie et l'architecture. Ça, donc, une première présentation. Nous avons 5 écoles doctorales, une école doctorale en sciences ingénieurs, une autre en sciences économiques et gestion, une deuxième sur les sciences fondamentales, troisième sur les sciences fondamentales, une quatrième sur sciences humaines et littérature et beaux-arts, et la cinquième, c'est le droit et sciences juridiques. Donc, nous avons 5 écoles doctorales. Nous avons donc une quarantaine de comités doctoraux. Pratiquement, les offres de formation entre licence et master, nous avons plus que 176 formations confondues. Donc, l'appel d'offres et l'appel de formation, il est varié à Sfax. Nous avons aussi de masters co-construits, que ce soit avec les tissus industriels économiques de Sfax ou avec l'étranger. Nous avons des licences et des masters qui sont construits. Et justement, nous avons un bon nombre d'accords cadres de coopération qui sont actifs. Ils ne sont pas donc laissés dans les terroirs, donc ils sont actifs. Nous avons
plus qu'une centaine de conventions, que ce soit avec des universités européennes, de l'Europe occidentale ou de l'Europe avec la Russie, avec la Roumanie, avec la Pologne, avec la Turquie. Nous avons des relations avec les pays asiatiques, le Japon, la Chine, les pays arabes, les pays africains, subsahariens, et même avec des pays de l'Amérique du Nord, que ce soit les États-Unis ou le Canada, ou bien les pays de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, à l'instar du Brésil, où on a fait une relation coopérative. L'université de Sfax, elle a été classée donc, en 2018 dans le classement de Shanghai. Dernièrement, nous étions premiers en Tunisie dans un classement, le Webometrics, qui est donc un classement qui concerne 31 000 universités. C'est un classement espagnol, un ranking espagnol. Nous sommes premiers en Tunisie, 44 à l'échelle africaine et 47 à l'échelle arabe. Et surtout, on est premier en Tunisie au domaine des projets internationaux. Nous avons des projets Erasmus+, pratiquement une bonne 27 projets Erasmus+, et nous avons 4 projets H2020, Horizon H2020. Ce sont des projets twinning, là où nous sommes leaders. Gridholder, c'est-à-dire l'université de Sfax, elle fait la coordination de projets. Donc, on a un bon tissu de relations et un bon nombre de projets internationaux, là où on associe donc nos laboratoires et nos chercheurs, et surtout nos professeurs confirmés. Vraiment de succès remarquable. L'université est très développée, a beaucoup d'accords internationaux et vraiment couvre presque tout le domaine de l'enseignement universitaire. Vraiment, c'est vraiment remarquable et mes félicitations pour ça. C'est une communauté académique remarquable car c'est pas facile d'entrer dans ce classement international. C'est vraiment très difficile. Les personnes qui font la partie administrative dans l'université savent vraiment comme est difficile d'entrer dans ce type de classement. Je veux vous adresser une demande parce que c'est une demande que je crois que toutes les universités et l'école même doit répondre dans ce moment ou doit prendre des mesures. C'est l'enseignement pendant la pandémie. Comme l'université de Sfax a fait pendant la pandémie avec l'enseignement digital ou d'autres manières qu'elle a trouvé pour faire face à la pandémie, mais aussi à la direction que l'université doit avoir vers les étudiantes, de continuer les études, d'avoir les cours en format classique. En principe, la COVID-19 qui a touché la Tunisie, donc elle a beaucoup de méfaits, beaucoup d'inconvénients, mais s'il y a un point positif, c'est la naissance réelle de l'enseignement distanciel. La naissance réelle de l'enseignement distanciel, parce qu'auparavant, nous avons des expériences, mais qui ont été très limitées. Donc, en Tunisie, nous avons 13 universités, 12 universités classiques comme l'université de Sfax, et nous avons ce qu'on appelle l'UVT, l'université virtuelle de la Tunisie, qui a été créée en 2001. Mais l'année dernière, depuis le mois de mars, donc c'est une naissance réelle de virtuel et d'enseignement virtuel. Nous avons adopté donc avec bien sûr la coordination avec le ministère et avec les conseils des universités l'année dernière l'enseignement distanciel. Au début, nous avons eu beaucoup de résistance, que ce soit de la part des étudiants qui réclament donc l'outillage et le réseau, la démocratie du réseau, un réseau gratuit, un débit fort, avec un fort débit, et un appareillage, les outils, c'est-à-dire les laptops et les ordinateurs. D'abord, on a trouvé une petite résistance, et on a aussi trouvé une résistance de la part de quelques enseignants. Mais graduellement, on a pu donc réussir l'année dernière à faire l'enseignement à distance pendant 2 mois, et on a évité l'année blanche
puisqu'on a réussi donc à faire les examens en présentiel pendant le mois de mai et de juin. Et c'était bien réussi, malgré la résistance au débit. Et on a, à la faculté de médecine de Sfax, par exemple, on a donné l'accès à nos voisins algériens, quelques universités de médecine, quelques facultés de médecine qui ont poursuivi le cours à travers notre plateforme. Donc, nous avions deux types de plateformes. La plateforme, disons, de l'université virtuelle, à laquelle l'université de Sfax a donc beaucoup coopéré et nous avons utilisé cette plateforme. Et nous avons quelques institutions, à l'instar de la faculté de médecine, qui ont donc monté leur propre plateforme. Ça, c'est pour le cours et pour tout ce qui est pédagogique et scientifique. Pour les colloques et le voyage, bien sûr, les voyages ont été gelés en dehors de la Tunisie, mais le colloque, on a quand même fait une série de colloques à travers les techniques, cette technique de Zoom, une technique distancielle qui a beaucoup réussi. Et pour le travail administratif et le travail quotidien des ouvriers, des administrateurs, on a essayé de faire donc la mi-temps par alternance. Donc, on a divisé l'effectif sur deux parfois pour faire donc ce qu'on appelle le minimum de la continuité de l'administration. Et donc, on a passé 2 mois qui ont été difficiles, le mois de mars et d'avril, mais à partir du mois de mai de l'année dernière, les choses ont pris donc une normalisation avec la COVID-19. Les gens ont bien compris, c'était plus la fureur et la peur et tout ça. Pendant cette année, le ministère de tutelle et le conseil des universités, il a adopté un système, ce qu'on appelle le système hybride, blended learning. Le blended learning, c'est un système donc qui fait l'hybridation entre le présentiel et le distanciel, 50-50 pratiquement, 50-50, une semaine par exemple en présentiel et une autre en distanciel, ou bien 2 semaines, 2 semaines. C'était le conseil scientifique des institutions, chacun a fait son calendrier et on a réussi maintenant à faire les examens de premier semestre et on a fait maintenant, on est en train de faire une session Covid. C'est-à-dire, c'est une session d'examen donc exceptionnelle, une session exceptionnelle, elle n'est pas ordinaire, qui a touché les étudiants et les étudiantes qui ont été Covid plus ou qui ont été confinés. Maintenant, on est en train de liquider ce type donc d'étudiants qui ont raté leurs examens. Ils ont eu la chance pour faire les examens maintenant et on donne le 19 mars, c'est-à-dire le vendredi prochain, le 19, hier c'était la date de la fin de cette session exceptionnelle de la COVID-19 des examens. Voilà, donc en tout et partout, une résistance au débit. Ensuite, les choses ont bien fonctionné et je crois maintenant que c'est la naissance réelle du virtuel. Même après la COVID-19, on doit adopter le blended system, le blended learning. Donc, on doit adopter un système hybride qui diminue un peu de rencontres directes, mais rien ne peut remplacer la chaleur humaine. C'est vrai. C'est le même problème de toutes les universités et toutes les étudiantes. Avant de finir, je dois faire partie du fait que même si la pandémie nous a fait ajourner notre visite, l'excellente collaboration entre nos deux universités s'est quand même poursuite dans cette condition. Et je pense ici à la chaire UNESCO en sécurité et santé et développement durable que nous avons commencé à collaborer sur elle et maintenant nous attendons le résultat final de l'UNESCO et je veux vous remercier beaucoup pour collaborer avec nous dans ce projet institutionnel que j'espère qu'il aura dans une courte temps une résolution positive de l'UNESCO. Oui, on est très enthousiaste pour que votre prestigieuse université puisse dénicher ces projets, la coordination. C'est un projet très important avec la chaire de l'UNESCO. Rien ne vaut la santé. Hein?
Et donc, tout ce qui est durable, l'investissement durable, c'est très important parce qu'on investit dans l'homme, dans l'humanité, dans l'humanisme. Et ça, c'est très important. Il est au cœur de l'opération universitaire parce que l'université, elle est conçue pour l'humanité et l'humanisme, surtout. Bien sûr, à travers la science. La science qui fait des bienfaits, pas des méfaits. Donc, c'est notre philosophie, que ce soit chez nous en Tunisie ou chez vous en Roumanie. Je connais bien la base philosophique et culturelle de l'enseignement supérieur dans votre aimable pays. Donc, espérons bien que ce projet aboutisse et réussisse. Et je vous remercie encore une fois, que ce soit l'équipe technique de votre télé-université, que ce soit vous-même, Natia. Vous avez un très bon français, une belle présence d'esprit. Et je remercie Monsieur le recteur, votre président, et Monsieur Hedi Saidi, qui est le catalyseur de cette coopération. Oui, merci beaucoup encore une fois, Monsieur le Président, pour l'occasion de cette interview. Mais aussi, je dois remercier notre ami commune, Eid Saidi, parce qu'il a fait toutes ces rencontres et ces projets possibles pour les deux universités. Merci beaucoup encore une fois et merci beaucoup pour nous avoir reçus dans votre maison ce soir. Au revoir.